Chapitre 60. Vous avez dit réseaux sociaux? L'un des phénomènes les plus emblématiques de ce début du XXIe siècle réside dans la sociabilité virtuelle des individus via les réseaux sociaux. Cette nouveauté que le démon instille tranquillement dans tous les milieux, toutes les familles et tous les pays a provoqué à l'échelle planétaire des changements importants dans les relations humaines et la perception que les individus ont de leur véritable place dans la société. Aujourd'hui, la définition même du mot sociabilité s'en trouve modifiée. Jadis, la sociabilité était le caractère d'une personne sociable, c'est-à-dire le caractère d'une personne capable de vivre en société, ou pour être plus précis, de quelqu'un qui possédait les qualités humaines lui permettant de s'intégrer dans un groupe d'individus, organisés en communautés civiles, professionnelles, religieuses ou autres, évoluant dans le même environnement physique que lui. Il s'agissait d'une personne facile à vivre, courtoise, civilisée. Aujourd'hui, selon les standards de Wikipédia, la sociabilité est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à évoluer en société et à pénétrer au sein de nouveaux réseaux sociaux. Ainsi, peu à peu, l'icône du pouce dressé vers le ciel, présent sur un grand nombre d'applications mobiles, s'est imposée comme une forme d'unité de mesure de la sociabilité d'une personne ou d'un groupe d'individus. Plus les contributions d'une entité reçoivent de marques de reconnaissance de la part de ses contacts, plus cette entité est capable de pénétrer au sein de nouveaux réseaux sociaux, car les avis positifs attirent les badauds des réseaux sociaux vers les profils qui partagent des publications populaires. Cette nouvelle sociabilité, si impersonnelle qu'elle ne différencie plus les individus des groupes d'individus, des entreprises ou des personnages de fiction les plus farfelus, est pondérée par le nombre de relations du profil, relations étranges, qui passent par une demande d'amitié du type « Acceptez-vous que je rejoigne votre réseau ?» puis par de régulières révélations de l'application qui s'assurent par des notifications que l'entité se tienne au courant de ce qui se passe sur la toile. Un tel a regardé votre profil, un tel a aimé votre photo, un tel a posté, un tel est devenu ami avec, etc. Les liens Internet influent peu à peu sur la réalité des liens sociaux. La perception du monde tangible se désagrège doucement, en mesure, avec la volatilisation des frontières, des langues, des cultures, des monnaies, mais aussi l'aplanissement des barrières sociales, la négation des différences physiques, de l'existence de Dieu, de la bienfaisance de la religion et de la morale. Tandis que les âmes s'engluent dans la toile numérique, en repoussant obstinément l'aide et les conseils de leurs anges gardiens, elles se laissent guider docilement par des applications informatiques devenues de vraies confidentes, omnipotentes, omniscientes et omniprésentes. Choisir ses aliments lorsque l'on fait ses courses, trouver un itinéraire ou un restaurant, etc. Beaucoup de choix passent par des applis mobiles omniscientes qui influent sur les décisions de beaucoup d'utilisateurs. Ces dépositaires numériques du savoir connaissent toutes choses et renseignent tout et enregistrent tout ce qui est écrit et dit, comme les assistants du procureur démoniaque qui au jour du jugement sortiront des tiroirs tous les dossiers les plus secrets. Ils peuvent détruire tous les efforts d'une vie en une publication. Un commentaire ou une photo postée il y a une décennie peuvent ressurgir et anéantir une personne, prouvant s'il le fallait qu'Internet est démoniaque. Car le diable ne pardonne rien. Il n'oublie pas les fautes regrettées. Au contraire de Dieu, il transforme le passé d'une personne en son actualité, même si cette personne s'est amendée. Car pour Satan, tout homme doit être condamné. La glaciation des relations humaines, qui accompagne cette transformation progressive des liens sociaux, pointe l'absence de charité qui caractérise les réseaux sociaux. Elle provoque un grand bouleversement, dont on ne mesure pas encore pleinement l'impact, car les personnes les plus exposées à cette calamité sont les enfants.
La socialisation des adolescents, particulièrement exposés aux réseaux sociaux si maléfiques, est littéralement formatée par ces applications informatiques qui corrompent en eux les schémas traditionnels et naturels des sociétés humaines. Leur sensibilité infantile est ainsi prédisposée à reconnaître certains signaux et à les interpréter de façon prédéfinie pour stimuler en eux des réactions intempestives d'adhésion ou de rejet sur des sujets que leur intelligence n'aura jamais pris le temps d'analyser. Ces applications parasites, qui se logent dans l'esprit de leurs utilisateurs, constituent un danger pour le salut des âmes largement sous-estimé. Or, il est prouvé que chez les adolescents qui nourrissent leurs âmes des insanités qu'ils trouvent sur l'écran de leur smartphone, le risque de dépression et de suicide est considérablement accru. Des études ont montré que les risques de dépression pour un élève de 4e augmentent de 27% quand il ou elle utilise fréquemment les réseaux sociaux. Les enfants qui utilisent leur téléphone pendant au moins 3 heures par jour ont plus de risques d'être suicidaires. Et de récentes études ont montré que le taux de suicide adolescent aux États-Unis éclipse maintenant le taux d'homicide, les smartphones ayant un rôle moteur. Bill Gates et Steve Jobs ont élevé leurs enfants sans technologie, et cela aurait dû être un signal d'alarme, selon l'auteur Chris Weller. Et il est vrai que les technologies qui propagent cette forme de ténia de l'esprit et permettent d'y accéder si facilement ont rapidement été suspectées d'être nocives. Certaines figures emblématiques de l'informatique, qui en développant ces produits pour les transformer en objets du quotidien indispensables, se sont assurés des fortunes colossales, ont reconnu leur dangerosité pour les enfants. D'après les professeurs américains Joey Clement et Matt Miles, co-auteurs en 2017 d'un livre dénonçant la toxicité de ces technologies sur le développement intellectuel des enfants, Bill Gates et Steve Jobs avouèrent qu'ils laissaient rarement leurs enfants jouer avec les produits qu'ils avaient contribué à déverser sur le monde. Les deux professeurs affirment aussi dans leur ouvrage que dans la Silicon Valley, les parents qui gagnent leur vie grâce à cette technologie semblent beaucoup mieux comprendre le pouvoir néfaste des smartphones, tablettes et ordinateurs que le grand public. Mais cela ne les empêche pas d'œuvrer pour que ces technologies soient toujours plus présentes dans notre quotidien en déployant des sommes obscènes d'argent afin de les rendre de plus en plus faciles et agréables à utiliser. Une étude de l'UNICEF, publiée en 2017, mettait en évidence qu'entre 1990 et 2015, l'accès à l'eau potable, minimum 20 litres par jour et par personne à moins d'1 kilomètre de l'habitation, était passé de 76,1% de la population mondiale à 91%, alors que dans le même intervalle, l'accès au téléphone portable était passé de 0,2% de la population mondiale à 98,6%. Tout est fait pour que ces technologies puissent être utilisées de manière intuitive, comme si elles étaient un prolongement de nous-mêmes, comme l'instrument de musique qui devient le prolongement du musicien, à cette différence, et elle est de taille, que c'est le musicien qui contrôle son instrument et non l'inverse. L'objectif des pourvoyeurs de ces technologies est qu'elles deviennent indispensables, afin que chaque citoyen soit obligé de disposer d'au moins un écran lui permettant de se connecter à la toile. Pourtant, ces développeurs de l'industrie informatique n'ignorent pas que si la socialisation virtuelle des enfants et la sociabilité virtuelle des individus peuvent combler superficiellement des carences affectives, elles engendrent, à des degrés plus ou moins violents, des dépendances réelles aux réseaux sociaux. Roger McName, ancien conseiller de Mark Zuckerberg, lors des débuts de Facebook, a dit au New York Times qu'il était horrifié. Facebook cible la partie de notre cerveau qui réagit à la peur et à la colère. Et avec les smartphones, Facebook peut bénéficier de notre attention à chaque instant, a-t-il indiqué. On peut aussi lire sur le site de Justin Rosenstein, l'inventeur du fameux bouton J'aime de Facebook, la course pour l'attention est en train de détruire les piliers de notre société, notre santé mentale,
nos enfants, nos relations sociales et même la démocratie. Ce qui est bon pour retenir notre attention n'est pas bon pour notre bien-être. Snapchat redéfinit la façon dont nos enfants mesurent l'amitié. Enfin, Sean Parker, un des premiers investisseurs à miser sur le réseau social, s'est alarmé un peu tard, déclarant au sujet de ces réseaux « Dieu seul sait ce que ça fait au cerveau des enfants ». Les réseaux sociaux ont cela de particulièrement pernicieux qu'ils offrent à toute personne la possibilité de se projeter dans une réalité virtuelle lui permettant de travestir son quotidien, sa personnalité, ses goûts, ses idées. Ainsi, chacun peut donner une image trompeuse de ce qu'il est vraiment en se créant sur le réseau un avatar censé l'incarner. Chez les enfants, qui ont naturellement plus de mal à canaliser leurs émotions et à dissocier ce qui relève de l'imaginaire de ce qui appartient au réel, la construction de cette existence parallèle idéalisée est d'autant plus dangereuse pour le salut qu'elle rend souvent inacceptable la réalité tangible et notamment la réalité familiale. Sans même avoir pleinement conscience de ce qu'ils font, nombre d'entre eux choisissent de se réfugier dans cette dimension altérée, si proche de la réalité et pourtant si éloignée de la vérité, et donc si éloignée de Dieu. Cette oblitération de la vérité, l'avidité, l'immoralité et l'hypocrisie des concepteurs, développeurs et pourvoyeurs de ces réseaux, les effets pervers de ces applications sur les enfants, leur pouvoir addictif, sont autant d'indices corroborant l'inspiration démoniaque de cette invention.